Bonjour à tous. Avant de commencer, j'ai tenu déjà à m'excuser parce que je ne suis pas avec vous. Malheureusement, les circonstances n'ont pas permis que je fasse le déplacement pour Kinshasa. Voilà, aujourd'hui, je veux vous parler de comment on conçoit des applications taille entreprise pour intégrer de l'intelligence artificielle, que ce soit sur des nouveaux projets ou sur une infrastructure existante. Comment designer, comment concevoir des applications intelligentes aujourd'hui. Et particulièrement, nous allons voir l'utilisation du AI SDK proposé par l'entreprise Vercel qui est sorti justement cette année. Donc, c'est une très récente technologie et voilà ce que nous allons explorer. Moi, c'est Bernard Ngandou, je suis senior software engineer. Actuellement, je travaille en tant que justement ingénieur logiciel à Auto Lubumbashi et on est en train de faire une migration vers des systèmes intelligents sur certains de nos services. Auto Lubumbashi, si vous ne connaissez pas, c'est l'une des plus grandes entreprises en automobile et fournisseur d'équipements dans le pays, pour ne pas seulement dire Lubumbashi. Alors, l'entreprise est assez grande et on a beaucoup de besoins métiers qui nécessitent une certaine automatisation. Et depuis un certain moment, on a commencé une migration vers des systèmes beaucoup plus intelligents où on a intégré justement certains modèles d'intelligence artificielle. Et ce talk est beaucoup plus un retour d'expérience sur comment ça se fait déjà dans l'industrie à l'échelle d'une entreprise comme Auto Lubumbashi qui est quand même assez grande. Je suis aussi chercheur en informatique appliquée, précisément dans la conception de systèmes en environnement à faibles ressources, comme la RDC. Donc, si vous vous intéressez un peu à l'application justement des systèmes intelligents dans des environnements où il n'existe pas des datasets, etc., je pense qu'on pourrait bien s'entendre parce que c'est mon domaine de prédilection. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de LLMs et comment les intégrer aujourd'hui dans nos applications, comment concevoir des applications en intégrant ces nouveaux modèles qui, on ne peut plus s'en passer, on ne va pas se mentir. Mais avant, je dois revenir sur quelques bases et vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un LLM, même si je sais qu'on a quand même tous une idée maintenant que ChatGPT s'est popularisé. Alors, un LLM, c'est un modèle deep learning. On est à Indaba et Indaba, c'est une conférence sur le deep learning. Donc, je pense que les LLMs ne pouvaient pas manquer. C'est un modèle de langage qui a été entraîné avec une architecture Transformers. Je vous laisserai lire le papier pour avoir plus de détails. Mais l'intuition générale qu'il faut avoir lorsqu'on parle de LLM, c'est juste un modèle qui a la capacité de prédire un mot suivant en tenant compte d'un contexte précis, une phrase, un paragraphe. Et l'architecture Transformer permet justement au modèle de prédire correctement ou avec une meilleure précision le mot suivant parce qu'il va mettre l'attention sur les termes dans le contexte. Ça veut dire lorsque vous avez une phrase que vous donnez à un modèle de langage, l'architecture Transformer va permettre de comprendre quelles sont les relations entre les mots de cette phrase pour pouvoir générer ou prédire le mot suivant en tenant compte justement de ces petites subtilités-là. C'est ça la différence avec les modèles de langage qui existaient auparavant. Alors, quand on parle de modèle de langage, il y a aussi le terme inférence qui revient souvent. Et moi, ici, je vais vous présenter des API d'inférence pour intégrer justement ces modèles des langages dans des applications. D'une part, vous avez le modèle. Le modèle, vous l'entraînez. Une fois que vous l'avez entraîné, vous avez les poids de ces modèles. Je vais y revenir. Mais après, pour générer du texte, vous avez besoin de faire de l'inférence. C'est un peu comme si vous exécutiez ce modèle-là. Et pour ce faire, il faut avoir une puissance de calcul adéquate. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons des providers, des services tiers qui nous donnent une puissance des calculs contre rémunération. Et dessus, on peut faire tourner des modèles à différentes échelles, à différentes catégories et différents poids. Donc, les modèles, il y en a deux catégories actuellement. Il y a des modèles qui sont open weight. Ça veut dire que les poids de ces modèles sont ouverts. Après avoir entraîné un modèle, les poids finaux de ces modèles sont rendus publics et vous pouvez les utiliser avec des services d'inférence comme Olama, qui est une application que vous pouvez faire tourner, que vous pouvez utiliser sur votre ordinateur pour générer du texte avec un modèle LLM. Mais il y a aussi des modèles close qui sont aussi des modèles entreprises qui sont généralement beaucoup plus puissants parce que la puissance des calculs nécessaires pour les faire tourner n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, on ne peut pas facilement les self-hoster. Mais si vous avez les capacités de self-hoster votre propre service d'inférence, alors je vous conseillerais plutôt d'opter
pour les modèles en open weight parce que vous n'envoyez pas vos données à une autre entreprise pour la confidentialité. Si vous êtes dans un contexte assez critique, ça peut être intéressant de développer justement vos propres modèles et de les fine-tuner en local sans dépendre d'un provider extérieur. Donc, pour les LLMs, on a beaucoup de différentes catégories, beaucoup de poids, et les poids ne sont pas forcément synonymes de performance. Par exemple, pour certaines tâches, on va utiliser des modèles qui n'ont que 3 à 7 millions de paramètres. Ça peut être très efficace pour des tâches de classification en zero shots, par exemple. Supposons, nous sommes dans une entreprise où on a des produits, on vend ces produits et parfois les clients, ils font des réclamations sur ces produits. Alors, être capable de classifier la demande du client, avant l'arrivée des LLM, on était obligé de faire du machine learning, entraîner un modèle de classification. Donc, pour cela, vous imaginez qu'il fallait avoir beaucoup d'exemples, entraîner un modèle qui pourrait faire cette classification. Là, on a plusieurs classes, donc une classification multiclasse. Est-ce que c'est une plainte? Est-ce que c'est une demande de feedback? Est-ce que c'est une demande d'assistance? Est-ce que c'est une demande de remboursement? Etc., etc. Donc, avant, on était obligé de faire du ML et ça prenait beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, avec des modèles de langage, en tout cas les plus petits, à partir de 3 milliards des paramètres, on peut, avec une phrase, faire du zero shot classification. Ça veut dire faire de la classification sans entraînement, sans donner d'exemple au modèle. Donc, on va juste prompter le modèle pour qu'il classifie une phrase avec une catégorie de phrases qu'on pourrait donner. Dans ce cas-là, les modèles à 3 milliards ou 7 milliards des paramètres peuvent être très intéressants et remplacer des architectures complexes de machine learning classiques. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi dans l'entreprise et je vous montrerai justement comment on y est arrivé. Après, vous avez les modèles médium, 7 à 30 milliards des paramètres. Ces modèles peuvent tourner très facilement sur votre propre serveur d'entreprise, il n'y a pas de souci. Mais au-delà des 30 millions de paramètres, ça devient de plus en plus complexe et ça demande justement beaucoup plus des ressources. Donc, lorsqu'on va commencer à faire du prototypage et intégrer de l'intelligence artificielle dans une application, je vous recommanderais de commencer avec les petits modèles. Ensuite, voir si vous avez besoin de plus de performance, plus de contrôle sur la génération du texte qui est produit à la fin. Alors, cette génération est basée sur des tokens. Les tokens sont très importants et il faut comprendre leur implication sur la qualité du logiciel ou encore la qualité des résultats que vous aurez. Alors, le token, si vous ne le savez pas, disons que c'est l'unité de mesure de la représentation d'un texte pour un modèle de langage type LLM. Alors, le LLM ne va pas consommer un mot dans son entièreté, mais il y a un encodage qui est fait pour que ça soit beaucoup plus prévisible, que ça soit à l'entrée, tout comme à la sortie. Et pour mieux comprendre à quoi servent ces tokens, je vous recommande de revoir l'article Attention is all you need, qui a introduit justement l'architecture transformer pour comprendre à quel point ça simplifie la représentation des textes lorsqu'il y a le traitement dans les réseaux des neurones. Alors, une autre chose importante à mentionner, surtout lorsqu'on travaille en entreprise, c'est la context window. La context window, voyez ça comme le maximum que vous pouvez insérer dans un modèle avant de recevoir une réponse. Généralement, on pense uniquement à la question et au prompt que l'utilisateur va donner, mais en réalité, la context window va intégrer le prompt, l'historique de messages si vous êtes dans un setup où il y a de la conversation, le contexte de la réponse que le LLM va devoir générer si vous faites du RAG, et enfin la requête de l'utilisateur et même la réponse que le modèle va générer. Tout ceci doit suffire dans la context window. Les modèles actuellement ont à peu près 124 000 paramètres, donc 124 000 tokens de context window, à part le modèle Google Gemini qui peut arriver jusqu'à 1 million de tokens en context window. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu comme si pour chaque réponse que les LLM génèrent, il est capable de se baser sur l'entièreté de toute la Bible, pour simplifier. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de détails sur comment optimiser les tokens
pour justement réduire votre taille de contexte. Parce que si vous avez un contexte très grand, il y a des très fortes chances que le LLM commence à halluciner, à générer du texte qui n'est pas très cohérent. Je vous recommanderais de lire cet article. Vous pouvez scanner le QR code pour y accéder. Alors, autre chose, les LLM ne sont pas déterministes. Donc, lorsqu'on construit nos applications, on veut être sûr qu'on a au minimum un certain contrôle sur le texte qui est généré. Par exemple, lorsqu'on fait de la classification zero shot, il faut être sûr que les classes que le LLM génère font partie des classes que nous attendons. Pour ça, il y a certains paramètres qu'on peut contrôler au niveau du modèle. Il y a par exemple la température qui va définir à quel point le LLM va sélectionner les tokens suivants. Si vous sélectionnez une température qui est élevée, alors le LLM va avoir des réponses qui sont plutôt non déterministes, beaucoup plus aléatoires. Mais si vous réduisez la température, le LLM devient beaucoup plus déterministe et ne va pas choisir des tokens qui ne sont pas très probables. Donc, il tiendra compte d'un hyperparamètre pour sélectionner les tokens les plus probables. Vous pouvez aussi réduire le nombre de tokens qu'il faudra sélectionner avec les paramètres top K et top P. Et vous pouvez aussi déterminer combien de tokens en sortie vous vous attendez à recevoir. Supposons qu'on a 4 classes et chaque classe ne dépasse pas les 10 caractères. On peut justement imposer à notre LLM de générer des réponses qui ne dépassent pas les 10 tokens, par exemple. C'est juste un exemple pour vous montrer à quel point on peut avoir du contrôle sur la génération que le modèle va fournir. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous recommande également cet article-là qui est plutôt intéressant, surtout dans un contexte d'entreprise. Alors, avec tout ça, il y a un problème qui se pose et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette présentation. C'est qu'on a un problème de fragmentation. Et c'est quoi la fragmentation dans ce cas précis? C'est qu'il existe plusieurs providers. Aujourd'hui, vous avez OpenAI, Google Gemini, Anthropic, DeepSeek, etc. Et tous ces providers proposent des modèles d'intelligence artificielle qui ne fonctionnent pas de la même façon, même si intrinsèquement c'est basé sur la même architecture, mais leur API, la manière d'utiliser justement ces modèles n'est pas la même. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça nous oblige en tant qu'entreprise à sélectionner un provider. Si aujourd'hui on décide de travailler avec OpenAI, on crée une certaine forme de dépendance entre notre entreprise et OpenAI. Si toutes nos applications sont basées sur une API d'OpenAI, il y a ce qu'on appelle le vendor locking. Ça veut dire que le jour où on va décider de changer de provider, de quitter OpenAI pour aller vers Google, ça sera très compliqué à faire si justement on n'a pas créé une forme d'abstraction. Je vais y revenir. Alors, l'autre problème qu'on peut avoir en tant que développeur, c'est que changer de provider n'est pas si évident que ça parce qu'il y a des inconsistances entre l'implémentation de OpenAI et l'implémentation d'Anthropic, par exemple. Certains paramètres des modèles n'ont pas les mêmes noms. Les schémas de réponse entre l'API de Gemini ou l'API de OpenAI ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas des standards pour les providers de modèles d'intelligence artificielle jusque-là, comme on peut avoir avec le standard MCP. Et l'autre chose enfin, c'est la complexité. Si vous êtes dans un setup où vous devez tester plusieurs modèles de différents providers pour sélectionner celui qui correspond à vos besoins, ça sera très compliqué de le faire vu que vous devriez supporter toutes les petites différences qu'il y a entre ces différents modèles-là. Et quand on construit une application dans une entreprise qui est assez grande, on ne peut pas se permettre d'arrêter, par exemple, le travail qui est en cours pour changer de modèle ou avoir des mises à jour qui sont très lentes à effectuer. Donc, il y a un souci, c'est qu'on ne peut pas facilement tester et interchanger les modèles. Donc, il y a une fragmentation qui arrive à ce niveau-là et qui nous empêche justement d'avoir une certaine fluidité et une liberté dans les choix des modèles et des providers que nous choisissons. Donc, vous comprenez qu'ici, il faudrait avoir une sorte d'uniformité. Il faudra avoir une sorte d'abstraction qui va nous permettre justement de travailler avec une interface, une API. Ici, je parle de API en termes de Programming Interface qui est la même, peu importe le modèle que nous utilisons derrière,
peu importe le provider que nous utilisons derrière. Alors, les applications entreprises ont généralement une structure assez simple. Vous avez une architecture client-serveur où on va utiliser des providers d'intelligence artificielle. Ici, on a plusieurs et chaque provider nous propose plusieurs modèles dans plusieurs catégories de modèles. Donc, dans notre back-end qui sera du côté de notre entreprise, on a notre serveur qui va définir tout ce qu'il y a comme règles métiers, traitement que nous allons faire et aussi la base de données pour tout sauvegarder. Et notre front-end qui va consommer justement les informations qui viendront du back-end et qui seront présentées à nos utilisateurs, que ce soit les clients ou que ce soit les personnes dans l'entreprise, parce que certaines applications sont utilisées en interne. Alors, faire ceci va nous obliger à implémenter chaque API en fonction des spécificités de ces API-là. Par exemple, pour Google et OpenAI, ce n'est pas du tout la même implémentation. Donc, au niveau de notre back-end, on sera obligé de mettre des conditions et de se répéter parfois sur certains aspects. Et si jamais on doit changer OpenAI pour prendre Anthropic, on est obligé de réécrire beaucoup de code. La solution pour ce genre de problème en informatique de manière générale, c'est de créer une couche d'abstraction. C'est cette couche d'abstraction qui va s'occuper de gérer toute la complexité. Comme ça, nous, on n'a plus à gérer cette complexité et on peut s'occuper uniquement de notre back-end. Et le back-end ne va plus directement interagir avec les providers d'intelligence artificielle, mais avec l'abstraction qui va nous permettre justement d'avoir la facilité de changer des providers et tout ce qui va avec. On va donc définir ici une API unique qui correspond à nos besoins et l'implémentation de cette API, de cette interface justement, pourra switcher au runtime avec des patterns comme le pattern stratégie d'implémentation et des providers un peu plus tard. Alors, quand je travaillais sur mon mémoire il y a à peu près 2 ans, j'ai créé un outil, un framework qui s'appelle Luga. Luga, c'est un mot swahili pour dire langue. Alors, ce framework, il proposait justement de créer une abstraction entre les providers d'intelligence artificielle et votre application. Pour vous donner un exemple assez clair, voici comment ça fonctionne. Supposons que je vais générer un embeddings pour le mot Hello World. Embedding, c'est tout simplement la représentation vectorielle d'un mot. Je vais donc commencer par préciser quel provider je vais utiliser. Dans ce cas, je vais utiliser Google. Ça veut dire que je vais utiliser le service d'inférence de Google. Et derrière, je vais utiliser le modèle Text Embedding 004 de Google. Ce modèle, ce n'est pas un LLM, c'est plutôt un modèle d'embeddings. C'est un modèle qui, à partir d'une entrée textuelle, va générer un vecteur qui représente ce texte-là. Alors, l'avantage d'avoir cette abstraction, c'est que si je veux changer de provider, je n'ai pas besoin de savoir comment c'est implémenté. Je peux tout simplement préciser que maintenant, j'utilise le provider OpenAI et je vais utiliser le modèle Text Embedding 3 Small de OpenAI. Donc, j'aurai le même résultat, même si en réalité, derrière, j'ai changé l'implémentation. Ça sera la même chose si on veut générer par exemple du texte, faire de la complétion de texte. On commence par préciser certains paramètres. Ici, j'utilise par exemple GPT-3 Turbo, donc c'est OpenAI. Et je peux préciser les différents paramètres que je vous ai annoncés au début. Donc la température, le nombre de tokens maximal, la fréquence de pénalité et la pénalité de présence. Ces paramètres vont définir comment le LLM va générer la réponse finale. Et donc, si jamais un jour je veux changer le modèle qui génère le texte, il suffira de changer cette configuration et pas modifier mon code. Ça peut encore devenir intéressant. Dans les entreprises, on a beaucoup de conversations où on a une IA qui peut interagir, par exemple dans les services clients. Donc ici, on a encore cette abstraction. On a une méthode chat. Sur cette méthode chat, je précise juste quel modèle je vais utiliser. Et ce modèle, on peut le changer. Ici, il est écrit de manière statique, mais on peut le changer de manière dynamique en fonction de la tâche que l'on voudrait faire. Et toute la complexité derrière l'intégration de l'API du provider est cachée justement par cette abstraction-là. Ça sera la même chose lorsqu'on fait du RAG et qu'on veut réordonner des documents. On précise tout simplement les documents, la liste des documents que nous avons. Et là, c'est aussi une abstraction. Et on précise encore le modèle qu'on va utiliser pour ordonner ces documents afin de générer une réponse
qui correspond à la question de l'utilisateur. Donc, en entreprise, de manière générale, on ne va pas directement utiliser l'API des providers. On va préférer passer par ce genre d'abstraction-là. Peu importe la technologie que vous utilisez, il y a déjà beaucoup de frameworks qui proposent ce genre d'abstraction. En Python, vous avez LangChain qui vous permet de faire ces abstractions et qui vous permet aussi d'utiliser tous les modèles de type transformer que vous pouvez trouver sur Hugging Face. Il y a Symfony AI si vous faites du PHP. Et enfin, il y a le AI SDK qui est en TypeScript ou encore du JavaScript que je vais vous présenter aujourd'hui parce que c'est cette technologie qui est assez récente que nous utilisons aujourd'hui. Voilà. Alors, le AI SDK, c'est une abstraction qui est proposée par l'entreprise Vercel et qui va justement régler le même problème que j'essaye de vous faire comprendre depuis le début. Pour revenir à notre infrastructure, on avait une abstraction. La particularité avec le AI SDK, c'est que cette abstraction ne va pas se faire seulement côté back-end, mais elle va aussi se faire côté front-end. La plupart des librairies que vous avez aujourd'hui ne vous donnent que l'abstraction côté back-end et du côté front-end, vous êtes d'une certaine manière obligé de faire une réimplémentation de votre propre API. Avec le AI SDK, toute la complexité qu'on avait entre le back-end et notre front-end n'existe plus. On peut alors se concentrer uniquement sur notre couche métier qui est notre base de données, notre back-end où nous avons la logique et notre front-end qui va consommer justement notre application et nos données. Donc, vous vous rendez compte que toute l'abstraction de communication entre le front-end, par exemple, lorsqu'on va faire du streaming de données, ne sera plus à notre disposition. Ce n'est plus à nous de gérer cette complexité, mais le framework, la librairie derrière, va s'en occuper. Alors, pour travailler avec cette librairie, c'est simple, c'est du TypeScript. Donc, on est dans un environnement avec Node ou Bun, peu importe le runtime que vous allez utiliser pour construire votre application, en supposant que vous créez vos applications avec du TypeScript. Pour l'installer, c'est assez simple. Il faudra taper la commande npm install. Si j'étais avec vous sur place, on aurait fait un workshop, malheureusement. Je vais donc vous présenter comment fonctionne cette librairie-là très rapidement. Alors, pour générer du texte, il faudrait d'abord commencer par importer la librairie AI et on a différentes méthodes qui donnent une abstraction de différentes implémentations. Pour générer du texte, on a la méthode GenerateText et ici, vous voyez un souci, le modèle et le prompt, d'où est-ce qu'ils viennent? Il faudrait d'abord commencer par les préciser et là, on peut préciser quel provider on va utiliser, OpenAI, et quel modèle on va utiliser. Le prompt, c'est tout simplement l'entrée qu'on va donner pour que le modèle continue à générer du texte. Et si jamais on veut changer de provider, on n'aura qu'à changer le modèle qu'on a utilisé sans jamais changer l'entièreté de notre code. Donc ici, on précise les modèles et le prompt qu'on va passer à notre fonction GenerateText et ça va nous générer du texte comme on le ferait avec les différentes API. C'est beaucoup simplifié et ça, justement, casse toute la complexité qu'il y a d'intégrer ce genre de système dans nos applications. Alors, comment ça marche? Ici, vous avez deux parties dans le modèle. Vous avez la partie qui définit qui est le provider de ce modèle. Ça veut dire le système qui va faire l'inférence. Dans ce cas, ça sera OpenAI. Et quel modèle il faudra inférer? Ici, par exemple, on a GPT-4o. Et si jamais vous voulez changer de modèle, il suffira de changer le provider et préciser quel modèle vous utilisez. Donc, c'est la seule chose qui change dans notre code. La logique métier qui sera derrière l'implémentation des différentes architectures comme le RAG restera la même. Si vous êtes chercheur, ça peut être facile pour vous de switcher entre des modèles pour faire par exemple des benchmarking, essayer de comparer les modèles très facilement. Comment ça marche derrière? Alors, il y a ce qu'on appelle un AI Gateway. En réalité, pour chaque provider, il y a une implémentation spécifique. Vercel, ce qu'ils apportent comme nouveauté, c'est vous donner une interface unique que vous allez utiliser avec une seule clé d'API. Donc, vous n'êtes même pas obligé d'aller chez chacun de ces providers, payer un abonnement, avoir une clé d'API pour chacun des providers. Avec le AI Gateway de Vercel, ce qui se passe, vous avez une seule clé d'API, vous payez une fois, mais vous pouvez accéder à plusieurs modèles tout simplement en précisant
la chaîne de caractères provider model. Donc ça, c'est un cas d'utilisation assez concret et ça nous a fait gagner beaucoup de temps dans l'industrie quand on a commencé à implémenter nos systèmes intelligents parce qu'on n'avait plus besoin d'avoir toute la complexité d'implémenter les différents SDK. On pouvait tout simplement changer le modèle et vu on contrôle un peu comment notre environnement fonctionne, si un modèle ne donne pas des réponses correctes, sans redéployer l'application, on pouvait tout simplement changer le nom du modèle à partir d'une variable d'environnement et avoir des résultats qui sont beaucoup plus pertinents avec un autre modèle. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'interface de ChatGPT. Vous avez un bouton où vous pouvez sélectionner le modèle que vous allez utiliser. Derrière, lorsque vous faites l'implémentation, ça se fait de la même façon. Alors, comment on peut streamer du texte? Lorsque ChatGPT nous répond, il ne répond pas en une fois, il répond progressivement. Et avec cette librairie, ça devient encore plus facile parce qu'on a juste une méthode qui s'appelle StreamText et vous pouvez récupérer le résultat progressivement. StreamText ici, ça va retourner un itérable. En JavaScript, un itérable, c'est un objet sur lequel on peut boucler. Et tant qu'il y a de la valeur est générée à la volée. Et donc, vous pouvez utiliser cette valeur pour la renvoyer via des requêtes HTTP de type SSE vers votre client. Et ici, par exemple, on affiche directement dans la console au fur et à mesure que nous recevons le texte du provider de OpenAI, on peut directement les afficher et les présenter à notre utilisateur. Autre chose qu'on a besoin souvent de faire lorsqu'on construit ce genre de système, c'est de définir un système prompt. Le système prompt, c'est la personnalité de votre intelligence artificielle. Si vous êtes dans un contexte où vous générez uniquement du texte, par exemple, je vous ai donné l'exemple de la classification Zero Shot, toutes les instructions possibles, par exemple les classes de classification qui seront utilisées, on va le préciser dans le prompt system. C'est ce prompt system qui va définir comment le modèle se comporte, quelle est la personnalité du modèle. Ce prompt system est intéressant parce que vous pouvez l'utiliser pour générer du texte, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans des conversations. Et pour gérer des conversations, vous avez juste un message de type système et vous pouvez donner une instruction de système. Et quand l'utilisateur va discuter avec le modèle, on va tout simplement rajouter des messages et le système, le provider justement, va tenir compte de ces instructions système-là. Alors pour gérer le chat history, les messages que l'utilisateur va justement fournir, il y a une classe qui s'appelle core message. Et on a différents types de messages. Les messages de type user, c'est le message de l'utilisateur. Vous avez les messages de type système, c'est les messages que nous allons donner une seule fois à notre LLM pour qu'il respecte certaines conditions, pour qu'il respecte certaines instructions. On parle aussi de LLM programming, ça c'est au niveau-là que ça se fait. Et vous avez les messages de type assistant qui est tout simplement la réponse du LLM. Enfin, vous avez le message de type tool. J'en parlerai pas dans cette conférence, mais les tools, c'est lorsque vous avez des fonctions que le LLM peut appeler. Ça nous arrive très souvent. Si un utilisateur pose une question sur une procédure RH, le LLM peut aller chercher dans la base de données le document associé à cette procédure et répondre en fonction de ce que nous avons dans la base de données. Donc, ça peut être très utile de comprendre les différents types de messages qu'on peut gérer avec cette librairie-là. Voici à quoi ça pourrait ressembler. Donc, l'utilisateur envoie un message Hello et l'assistant peut répondre Hi there. Alors, le message de l'assistant, il est généré par votre système d'inférence. Et à la fin, lorsqu'on renvoie les messages à notre front-end, on l'envoie sous forme de tableau de messages et on pourra l'afficher avec du HTML et du CSS et tout ce qui va avec. Autre chose, il arrive très souvent qu'on ait besoin que le LLM ne génère pas seulement du texte, mais qu'il génère des structures de données beaucoup plus complexes. Par exemple, du JSON. Alors ici, on va commencer par définir quel type de données on voudrait avoir, quelle structure de données on voudrait recevoir. Si je veux que mon LLM génère une recette de cuisine, je vais commencer par préciser à quoi ressemble une recette de cuisine. Pour ça, on utilise une autre librairie qui s'appelle Zod, qui permet de définir des schémas de validation, des schémas qui sont compatibles avec JSON Schema par exemple. Et ici, vous pouvez voir qu'on s'attend à avoir un objet
On s'attend à avoir un objet receipt. Dans cet objet, on a un nom et on a une liste d'ingrédients. Et pour chaque liste d'ingrédients, on aura le nom et la quantité de ces ingrédients-là. Alors, pour générer un objet, on va utiliser la méthode, vous l'aurez deviné, Generate Object. Cette méthode va prendre un schéma. Le schéma, c'est celui que je venais de vous présenter. Et on pourrait donner un prompt. L'avantage ici, vu qu'on fait du TypeScript, la réponse qui sera générée est type safe, donc on n'a pas de problème. On peut directement, sur l'objet généré par le LLM, récupérer la recette. Ça permet de structurer la sortie de vos LLM. Si vous utilisez les LLM dans du data processing, ça peut être très intéressant d'avoir ce genre de structure output, structured output, j'y arrive. Donc en pratique, le LLM ne va pas générer du texte, il va plutôt générer du JSON. Et ce JSON peut être utilisé pour des traitements, pour être sauvegardé en base de données ou pour être envoyé directement au front-end pour être affiché, etc., etc. Donc, en termes de praticabilité et d'interface, c'est plutôt intéressant de réfléchir aussi à l'utilisation des LLM, pas seulement pour générer des textes, mais aussi pour générer des structures de données assez complexes. Alors, un dernier cas d'utilisation de cette librairie pour vous faire comprendre son intérêt et vous pousser peut-être à l'explorer davantage, c'est la génération d'embeddings. Comme je l'ai dit au début, un embedding, c'est la représentation vectorielle d'un texte. L'avantage qu'on a avec ça, c'est qu'on peut créer de la recherche sémantique. Alors, pour créer des embeddings à partir de notre librairie, on a la méthode embed. On commence d'abord par définir qu'est-ce qu'on voudrait embedder, donc pour quel texte on voudrait générer des vecteurs. Ici, pour l'exemple, je vous ai mis des chaînes des caractères, mais en entreprise, on a beaucoup de documents. Il y a des rapports, il y a des documents de procédure, et tous ces documents-là, on peut générer un vecteur, une représentation vectorielle de ces documents et les sauvegarder dans une base de données vectorielle. Pour l'exemple ici, j'ai juste un simple tableau avec différents textes et on va utiliser le modèle Text Embedding Free Small de OpenAI pour créer, générer les embeddings de toutes nos valeurs. Alors, une fois qu'on a généré ces embeddings, on peut les sauvegarder dans une base de données vectorielle. Pour l'exemple, ici, j'utilise un simple tableau, mais en réalité, on peut utiliser une base de données comme Postgres qui supporte justement la représentation vectorielle. Et une fois que l'utilisateur a besoin de chercher quelque chose dans notre base de données, on peut faire de la recherche sémantique. Quand l'utilisateur va poser une question, on va aussi convertir la question de l'utilisateur en vecteur. Et du coup, pour retrouver le document qui correspond de manière sémantique à la question de l'utilisateur, on va tout simplement faire une similarité vectorielle. Chose importante ici, lorsque vous convertissez la réponse de l'utilisateur en vecteur, il faut utiliser le même modèle qui a été utilisé pour créer votre base de données vectorielle. C'est le principe même de l'architecture RAG. Donc ici, lorsqu'on a le vecteur de la question de l'utilisateur, on peut utiliser la fonction cosine similarity qui calcule justement la similarité vectorielle en utilisant justement la fonction cosinus entre les vecteurs de recherche et les vecteurs de nos documents qui ont été sauvegardés dans la base de données. Après, on peut retrouver les documents qui sont les plus proches sémantiquement parlant de la question de l'utilisateur. Par exemple, dans ce cas précis, vous voyez que le premier document, il est similaire à 89% à ce que l'utilisateur a demandé. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser ce document, le fournir à un LLM pour que le LLM génère une réponse finale à l'utilisateur. Donc, voilà comment nous utilisons cette nouvelle technologie en entreprise pour pouvoir intégrer les systèmes intelligents dans nos systèmes sans forcément dépendre de ces systèmes. Si vous avez fait attention au code, les slides vous seront donnés. Vous allez très vite voir qu'on n'a pas de dépendance directe avec les providers. Donc, c'est la meilleure façon aujourd'hui d'intégrer l'intelligence artificielle. Passer par une abstraction, c'est qui va vous permettre d'être totalement indépendant, de changer très facilement des providers sans jamais dépendre totalement ou faire du vendor locking. Voilà, en conclusion, c'est ça que je voulais vous partager, vous présenter comment ça se fait aujourd'hui dans l'industrie, parce qu'en pratique, ce n'est pas vraiment la même chose que
ce qui se fait en recherche. Dans la recherche, on va un peu plus loin, mais dans la pratique, on essaye de se découpler complètement de ces providers. Et pour retour d'expérience, chez nous en entreprise, on a notre propre serveur qui fait tourner un modèle avec Olama. S'il y a des questions, je pourrais répondre par rapport à ça et vous montrer un peu comment ça se fait. Mais sinon, voilà ce que je voulais partager avec vous et bonne suite de conférence. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser de questions s'il y en a. Les slides vous seront fournis et moi je vous dis merci pour votre attention.